Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous regardez. Merci beaucoup. Je m'appelle Marguerite Leclerc. J'ai 71 ans, je suis une ancienne cadre de l'hôtellerie à la retraite et mère d'une fille unique, Isabelle. Pendant la majeure partie de ma vie, je suis restée en coulisses. Je n'ai jamais eu besoin d'applaudissements, ni recherché l'attention. J'ai bâti ma fortune discrètement et avec constance, comme une rivière qui creuse son chemin dans la pierre. Mon défunt mari Jacques et moi avons commencé avec une petite auberge au bord d'un lac, avec des rideaux délavés et des planchers qui craquaient. À sa mort, nous l'avions transformée en la Collection Éternelle, une chaîne nationale d'hôtels de luxe qui accueillait des présidents, des festivals de cinéma et, oui, des mariages. Mais rien de tout cela n'a eu d'importance au moment où j'ai lu ce message. « Maman, nous préférerions que tu ne viennes pas, c'est mieux pour l'ambiance. Bise, Isa, 3 semaines avant le mariage d'Isabelle, 3 semaines après que j'ai viré 40 000 € à l'organisatrice de mariage en guise d'acompte, un cadeau, sans condition, du moins c'est ce que je croyais. J'ai relu le message, mes lunettes de lecture glissant sur mon nez. Nous préférerions que tu ne viennes pas. Pas de désolé, maman. Aucune explication. Juste un renvoi froid, comme si j'étais un fardeau, une tache sur son image soigneusement composée. Mieux pour l'ambiance. Les mots piquaient, comme de la glace sur une peau chaude. Je suppose que dans le monde d'Isabelle, les mères qui portent leur deuil avec grâce et portent des cardigans bien aimés ne correspondent pas à l'esthétique. Je n'ai pas répondu immédiatement. Mes mains tremblaient, non pas de rage, mais de reconnaissance. Cela se préparait depuis des années. La façon dont elle me coupait la parole lors des dîners de famille, la façon dont son fiancé Lucas m'appelait Marguerite au lieu de maman ou Madame Leclerc. Bien que je n'ai jamais donné la permission. Le silence, quand j'ai mentionné apporter les boucles d'oreilles en saphir de grand-mère pour le mariage, des bijoux de famille transmis depuis 3 générations. Il voulait mon argent, pas ma présence. Plus tard, cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. C'était Olivia Dubois, l'organisatrice de mariage. Sa voix était enjouée, professionnelle, comme si tout était parfaitement en ordre. « Bonjour, Madame Leclerc. Juste pour confirmer que l'acompte de 40 000 € a bien été reçu. Le couple a décidé de changer de lieu pour accueillir un groupe de jazz en direct. Super excitant. » J'étais assise, complètement immobile dans ma cuisine, ma main frôlant la vieille tasse de thé en porcelaine à côté de moi, fêlée le long de l'anse. Jacques me disait autrefois « Certaines choses se brisent magnifiquement, Marguerite. Elles contiennent plus parce qu'elles ont déjà enduré. » J'ai inspiré lentement et puis j'ai dit « En fait, annulez tout. » Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. « Je suis désolée, mais madame, vous n'êtes pas la mariée. » Je n'ai pas haussé le ton. Je n'en avais pas besoin. « Non, » dis-je doucement. « Je suis juste celle qui possède le lieu à 40 millions d'euros que vous avez réservé, l'entreprise de traiteurs avec laquelle vous travaillez et la chaîne d'hôtels où vos 200 invités sont censés séjourner. » Silence. Pas de moi. D'elle. J'ai reposé doucement la tasse de thé. Il y avait un éclat sur le bord. Isabelle buvait son chocolat chaud dedans quand elle était enfant, blottie sur mes genoux après l'école, me racontant comment les enfants du bus se moquaient d'elle parce qu'elle portait des vêtements d'occasion. À l'époque, je lui disais « Les gens n'ont pas besoin de voir ta valeur pour qu'elle existe. » J'aurais dû me le dire à moi-même aussi. Elle était mon unique enfant. J'ai tout construit en pensant à elle. Et pourtant, elle me voyait comme quelqu'un à retirer de la photo. Mieux pour l'ambiance. C'était peut-être vrai. Mais peut-être que l'ambiance avait besoin d'un rappel que sans les fondations, il n'y a pas de maison. Sans les racines, il n'y a pas de floraison.
et sans la femme discrète qu'ils essayaient d'effacer, il n'y aurait pas de mariage du tout. Je ne lui ai pas répondu par message. Je n'ai pas argumenté. Je suis simplement restée assise là, une main posée sur la vieille tasse de thé fêlée. Une mère, une femme, une propriétaire. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis sentie calme et entière. Après avoir raccroché avec l'organisatrice de mariage, je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, je me suis levée, je me suis dirigée vers le coffre ancien près de la cheminée et j'ai sorti le vieil album photo que Jacques et moi avions rempli durant nos premières années. Le cuir était usé, les coins adoucis par le temps, mais il sentait encore le cèdre et quelque chose de chaud, comme un foyer. Jacques Leclerc, mon mari, était le genre d'homme silencieux qui ne parlait que s'il avait quelque chose d'important à dire. Il n'était pas tape à l'œil, il ne cherchait pas les applaudissements, mais il me voyait dans chaque pièce, dans chaque tempête. Il me voyait. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 23 ans. Je travaillais à la réception d'une auberge délabrée au bord d'un lac. Les tapis étaient tachés, les plafonds fuyaient quand il pleuvait, et il y avait toujours un raton laveur qui se faufilait dans le garde-manger. Je pensais ne rester qu'une saison. Mais ensuite, Jacques est entré avec une boîte à outils et un grand livre. Il a dit « Cet endroit pourrait briller si quelqu'un l'aimait assez ». Je n'ai pas réalisé qu'il parlait à la fois de l'auberge et de moi. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Il m'a demandé en mariage dans le jardin derrière l'auberge, à genoux à côté d'un tuyau d'arrosage cassé dans un parterre de lavande sauvage. Ce soir-là, il m'a dit que son rêve n'était pas seulement de réparer l'auberge, mais de construire quelque chose qui pourrait nous survivre, un espace où les gens célébreraient l'amour, la guérison, les nouveaux départs. Il croyait au lieu qui garde la mémoire, alors nous en avons construit un. La collection éternelle a commencé avec cette auberge au bord du lac. Jacques rénovait pièce par pièce pendant que je m'occupais du service client, des budgets, du linge, des menus, de tout ce qui fait qu'un client se sent considéré. Quand Isabelle a eu 10 ans, nous avions 4 établissements. Quand elle a obtenu son diplôme universitaire, nous en avions 32. Une collection privée de complexes de luxe, d'hôtels historiques et de retraites cachées. Chacun portant une partie de nous. Jacques ne s'est jamais soucié des marges bénéficiaires. Il se souciait de l'âme. Il disait « Si tu construis avec le cœur, l'argent suit. Si tu cours après l'argent, tu te sentiras toujours vide. » Il n'avait pas tort. Mais Jacques n'a pas seulement bâti une entreprise. Il a bâti une vie où je me sentais en sécurité pour être tout ce que j'étais. Épouse, mère, partenaire, femme. Je me souviens d'une nuit, des années avant sa mort. Nous étions assis dehors sous les étoiles. Il venait de finir d'écrire une lettre à notre avocat spécialisé en succession, mettant en place le trust pour Isabelle et les plans de succession pour l'entreprise. Il m'a regardé avec ce regard constant qui était le sien et a dit « S'il m'arrive quelque chose, je sais que tu protégeras ce que nous avons construit. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais trop émue, mais j'ai hoché la tête. J'ai embrassé sa main et j'ai promis. Jacques est décédé il y a 3 hivers. C'était soudain. Une crise cardiaque dans son sommeil. Sans douleur, ont-ils dit, juste parti. Un moment, nous buvions une tisane à la camomille près de la cheminée, parlant de projets d'expansion en Savoie, et l'instant d'après, le silence. Le silence le plus dur que j'ai jamais connu. Isabelle était là pour les funérailles, mais pas entièrement présente. Elle était distraite, agitée, prenant des appels à l'extérieur pendant l'éloge funèbre. Je pensais que c'était juste le deuil. Je voulais croire que c'était le deuil. Mais maintenant, je me demande si ce n'était pas autre chose. Elle n'a pas posé de questions sur l'entreprise après sa mort. Ne s'est pas assise avec moi dans son bureau. N'a même pas revisité le premier hôtel. Son attention s'est déplacée. Ami brillant,
événements sociaux somptueux, influenceurs, perfection organisée. Elle construisait quelque chose aussi, mais ça ne ressemblait pas à de l'amour. Ça ressemblait à une performance. Pourtant, je me suis accrochée à la promesse que j'avais faite à Jacques. Je ne l'ai pas faite par obligation. Je l'ai faite parce que ce que Jacques et moi avions construit était plus que de la brique et des poutres. C'était une vie dans laquelle nous nous étions investis. C'était un symbole de tout ce en quoi nous croyions. Que l'amour pouvait être silencieux, fort et durable. Les actifs qu'il m'a laissés n'étaient pas seulement financiers, ils étaient sacrés. Ils étaient l'écho de qui nous étions ensemble. Alors, j'ai tout gardé à mon nom, non par peur, mais par respect, par amour. Isabelle n'a jamais demandé, elle a supposé, et je ne l'ai jamais corrigée. C'était peut-être mon erreur. Ou peut-être que c'était ma façon silencieuse de tenir la promesse, de laisser l'histoire se dérouler jusqu'à ce que la vérité ait besoin de se faire entendre. Et maintenant, debout devant ce vieil album, j'ai chuchoté à Jacques, je le protégerai, mon amour. Non pas parce que ça vaut des millions, mais parce que ça a été fait avec amour. J'ai passé ma main sur la première photo de nous, jeunes, les yeux fous, couverts de peinture et de poussière, devant cette première auberge. Nous avions l'air ridicules et radieux. Cette nuit-là, j'ai dormi près de la cheminée. Pas de télévision, pas de lumière, juste la chaleur du vieux bois, l'odeur de la lavande et un cœur plein de souvenirs. Demain, j'appellerai les avocats. Mais ce soir, je tenais l'héritage. Le lendemain matin, je me suis versé une tasse de thé, de la camomille, comme Jacques m'en préparait toujours. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai simplement pris le même mélange, la même tasse, la même soucoupe ébréchée avec les petites fleurs bleues, celle que j'utilisais depuis plus de 20 ans. L'anse avait une fissure, à peine visible à moins de savoir où regarder. Je l'ai fixée longuement. Il y a quelque chose dans une tasse de thé fêlée. Vous savez, elle est fragile, mais elle garde encore la chaleur, porte encore l'odeur du réconfort, fait encore ce pourquoi elle a été faite, même quand personne ne remarque les dégâts. Je la tenais dans mes mains comme si elle pouvait me chuchoter quelque chose en retour. Je ne pleurais pas. Je ne me sentais pas dramatique. Je me sentais juste vide. Ce n'était pas à propos du mariage. Ce n'était même pas à propos de ne pas être invité. C'était à propos de la gomme silencieuse, du renvoi lent et poli, du message qui ne disait pas « Je te déteste », mais plutôt « C'est mieux pour l'ambiance ». Comme si j'étais une imperfection, comme si la femme qui l'avait mise au monde, élevée, qui avait sacrifié son sommeil, sa santé et sa jeunesse pour elle, n'était maintenant qu'une mauvaise énergie à éliminer, comme une mauvaise herbe avant une garden party. J'ai porté la tasse à mes lèvres, mais je n'ai pas bu. Mes mains étaient stables, mais quelque chose en moi tremblait. Pas de colère, pas de peur, de chagrin, parce que j'ai soudain réalisé que ma fille avait cessé de me voir. Pas comme une mère, pas comme une femme, pas même comme une personne. Elle avait pris une décision à mon sujet sans me parler. Elle avait réécrit le rôle que j'étais autorisée à jouer dans sa vie, et elle l'a fait par un message que j'ai dû relire 3 fois pour m'assurer que je ne l'interprétais pas mal. Mais ce n'était pas le cas. Elle ne voulait pas de moi là-bas, non pas parce qu'elle me détestait, mais parce que je ne cadrais tout simplement pas. Et cela, d'une certaine manière, blessait plus profondément. J'ai de nouveau regardé la tasse de thé. Sa fissure courait le long de la courbe de l'anse, fine comme un fil d'araignée, invisible à moins de la tenir à la lumière. Combien de fois avais-je failli la jeter? Combien de fois l'avais-je gardée simplement parce qu'elle était à moi? Parce qu'elle avait contenu tant de matins tranquilles, tant de conversations, tant de souvenirs, tout comme je l'avais tenue, elle. Je me souviens quand Isabelle avait 10 ans,
et a attrapé la grippe la veille de son récital scolaire. Elle était pâle, fiévreuse, enveloppée dans 3 couvertures, et insistait quand même pour monter sur scène. Je suis restée à ses côtés toute la nuit, un gant de toilette froid sur son front, chuchotant des berceuses entre les prises de température. Elle n'est jamais allée au récital, mais cette nuit-là, elle a chuchoté « Merci de ne pas être partie ». Une autre nuit, des années plus tard, une tempête de neige a frappé alors qu'elle était à l'université. Le campus a fermé, les routes étaient bloquées, et pourtant j'ai conduit 4 heures juste pour lui apporter un thermos de soupe et des couvertures supplémentaires. Quand je suis arrivée, les marches du dortoir étaient couvertes de neige jusqu'aux genoux. Personne n'avait déneigé, alors je l'ai fait, à main nue et avec un balai emprunté. Elle a jeté un coup d'œil par la fenêtre et a pleuré en me voyant. Nous en avons ri pendant des semaines. J'ai toujours été la personne qui se présentait. Non pas parce que je le devais, mais parce que l'amour exige la présence, pas la perfection. Et maintenant, on me désinvitait. Ma fille, mon unique enfant, m'avait réduite à une perturbation, une vérité dérangeante. Une femme avec trop de rides pour son esthétique, trop d'histoires pour sa foule triée sur le volet. Et ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas l'exclusion. C'était l'implication que ce que j'étais et ce que j'avais été pour elle n'avait plus d'importance. J'ai de nouveau regardé la tasse de thé, sa résilience silencieuse, la façon dont elle gardait encore la chaleur malgré la fissure. Je me suis demandé si c'était ce que j'étais devenue. Quelque chose d'utile autrefois, quelque chose de toujours chaleureux, mais quelque chose de trop vieux, de trop imparfait, de trop inadapté pour être exposé. J'ai posé la tasse avec précaution, comme si je déposais une partie de moi-même. Et pour la première fois de ma vie, j'ai posé une question que je n'avais jamais osé murmurer, même dans les moments les plus sombres de la maternité. Dois-je choisir entre le respect de moi-même et être sa mère? La réponse n'est pas venue tout de suite. Seul le silence est venu et la chaleur s'estompant du thé que je n'ai jamais bu. J'ai posé la tasse de thé. La maison était trop silencieuse. Même le bourdonnement du réfrigérateur semblait fort. Je me suis levée, je me suis dirigée vers le tiroir du bureau de Jacques et je l'ai ouvert lentement, comme guidée par une mémoire musculaire, pas par la pensée. Il était là, son stylo. Pas n'importe quel stylo, un stylo plume, Montblanc noir, garni d'or, lourd et lisse. Un cadeau pour notre 20e anniversaire. Il l'utilisait pour signer chaque accord majeur, chaque lettre d'intention, chaque contrat final. Et quand il est décédé, je l'ai rangé dans un coin, incapable même de le regarder. Mais aujourd'hui, cela semblait juste. Je l'ai tenu dans ma paume comme un talisman, quelque chose d'ancien, quelque chose qui lie. Puis, je me suis assise à son vieux bureau. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai décroché le téléphone. Pas mon portable, le téléphone fixe. Seules 2 personnes l'appelaient encore. L'une d'elles était Jessica. La ligne a sonné une fois, puis une autre, et puis Madame Leclerc. Sa voix n'avait pas changé. Nette, professionnelle, mais avec cette nuance de bienveillance qu'on ne peut pas feindre. Je ne m'attendais pas à avoir de vos nouvelles. Tout va bien? J'ai fermé les yeux. Je vais bien, Jessica. Une pause, puis plus doucement. De quoi avez-vous besoin? J'ai inspiré. J'ai besoin que vous sortiez tous les contrats en cours, liés au domaine de l'Aube claire, aux suites Dalton et à la division traiteur, la table éternelle. Silence. Jessica était perspicace. Elle l'avait toujours été. Elle n'avait pas besoin d'une raison pour agir, mais elle avait toujours besoin de savoir pourquoi. Je suppose que ce n'est pas un audit de routine, dit-elle prudemment. Non. Alors puis-je demander... Je veux juste reprendre ce que j'ai donné, dis-je simplement. Jessica n'a rien demandé de plus. C'est pour cela que je lui faisais confiance.
Pendant toutes les années où elle a travaillé aux côtés de Jacques, elle n'a jamais trahi une confidence. Elle savait quand parler et quand se taire. J'aurai les dossiers prêts d'ici 1 heure, dit-elle. Merci. J'ai besoin que des ordres d'annulation soient rédigés. Rien par email. Tout en version imprimée sur papier à en-tête. Compris. Et Jessica? Oui. Je serai en ville pour 16 heures. Fixez la réunion à 17 heures. Je veux tout signer en personne. Une autre pause. Amènerez-vous votre fille? J'ai souri. Ce n'était pas un sourire heureux, plutôt une expiration privée. Non, ce n'est plus son affaire. Compris. J'ai raccroché, tenant toujours le stylo de Jacques. Il était plus lourd que dans mon souvenir. Ou peut-être que j'étais juste plus âgée. Peut-être que je sentais le poids de ce que j'étais sur le point de faire. Et pourtant, aucune partie de moi n'hésitait. J'ai pensé à la salle de bal du domaine de l'Aube claire, au sol en marbre importé de Toscane, au lustre que nous avions sélectionné ensemble dans un domaine à la retraite en Autriche. Jacques avait dit « Si nous construisons quelque chose qui dure, faisons en sorte que cela semble intemporel. » Il parlait toujours comme ça, tranquillement, poétiquement. Il a construit ses propriétés non pas pour l'esbrouf, mais pour l'héritage, pour la famille, pour les étapes importantes, pour les gens que nous aimions. Et maintenant, ces mêmes murs allaient accueillir un mariage auquel je n'étais pas autorisée à assister. La pensée ne me faisait plus pleurer, elle me rendait certaine. À 16h42, je suis entrée dans le cabinet d'avocats Leclerc et Chen au centre-ville. Jessica m'a accueillie dans la salle de conférence privée avec 3 dossiers soigneusement préparés sur la table. Elle avait son ordinateur portable ouvert, mais tout le reste était à l'ancienne. Des copies papier, des tampons encreurs, des seaux de cire, exactement comme Jacques le préférait. Elle a fait glisser le premier dossier vers moi. Domaine de l'Aube claire, acompte initial payé. Solde final en attente, toujours dans la fenêtre d'annulation. Le deuxième dossier? Suite Dalton, bloc de chambre pour 193 invités. Autorité de réservation complète sous Leclerc Holdings. Le troisième? La table éternelle. Menu finalisé, mais aucune commande de denrées périssables passée. J'ai hoché la tête. Jessica m'a tendu les documents. J'ai rédigé une clause de résiliation neutre pour chacun. Aucune contestation juridique n'est attendue. Mais êtes-vous sûr de vouloir faire cela discrètement? Demanda-t-elle, ses yeux sombres scrutant les miens. Oui, pas de déclaration, pas de drame, dis-je. Pas de presse, pas de confrontation. Elle m'a regardé un long moment, puis a placé le stylo devant moi. Il aurait voulu que vous l'utilisiez. J'ai souri faiblement. Il aurait voulu que je protège ce qu'il a construit. Un par un, j'ai signé, non pas avec colère, mais avec clarté. Je n'avais pas besoin de ruiner le mariage d'Isabelle. Ce n'était pas le but. Je n'allais tout simplement pas financer la cérémonie qui me rendait invisible. Le dernier papier, la dernière signature, j'ai appuyé lentement sur le stylo, délibérément, scellant le trait avec des mains fermes. Quand j'ai fini, j'ai rebouché le stylo, je l'ai glissé dans son étui de velours et je l'ai fermé avec soin. Jessica n'a pas parlé. Elle a simplement hoché la tête. D'une femme à une autre, un pacte silencieux. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une réclamation de dignité, de voix, des choses que j'avais données sans condition et qui revenaient enfin entre mes mains. L'appel est arrivé à 6h37. Je n'ai pas répondu. J'étais assise dans le jardin avec mon café, enveloppée dans le vieux cardigan de Jacques. L'air était vif pour un printemps. Le genre qui vous donne l'impression que votre peau est réveillée. Le téléphone a vibré encore et encore, puis s'est arrêté. Cela n'avait pas d'importance. Quelque part en ville, les choses se dénouaient. Quelque part en ville, une organisatrice nommée Olivia composait frénétiquement des numéros. Pendant ce temps,
J'imagine que ça ressemblait à quelque chose comme ça. Isabelle venait de sortir de son rendez-vous. Un dernier essayage, probablement, quand son téléphone a sonné. « Salut, Olivia » a-t-elle probablement gazouillé, distraite. On vient de finir avec le fleuriste. Lucas a adoré les touches de chardon. Au fait, quoi de neuf? Une pause, puis son visage s'est décomposé. Qu'est-ce que tu veux dire par annuler? Une autre pause. Qu'est-ce que tu veux dire par le contrat du domaine de l'Aube? Clair est nul. Qu'est-ce que tu veux dire par les chambres d'hôtel ont disparu? Le traiteur aussi. Ce n'est pas possible. Puis, lentement, ses yeux se sont plissés. Non, non, je n'ai rien annulé. Qui aurait même l'autorité pour le faire? Et puis, ça a fait tilt. Elle ne l'a pas dit à voix haute, mais son silence a tout dit. Lucas a remarqué. Isabelle a raccroché, s'est tournée vers lui. Il y a un problème. Il a froncé les sourcils. Quoi? Le lieu, les chambres, le traiteur, tout a été annulé. Il a cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire par annuler? Olivia a dit que tout a été résilié par quelqu'un avec les pleins droits de propriété. Un temps. Et puis il a dit le nom qu'aucun d'eux ne voulait prononcer. Ta mère. Isabelle a détourné le regard. Je vais l'appeler, a dit Lucas. Isabelle ne l'a pas arrêté. De retour dans mon jardin, le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, j'ai vu le nom Lucas, pas Isabelle. J'ai siroté mon café et l'ai laissé sonner. Puis, le message est arrivé. As-tu annulé le mariage? J'ai regardé les mots. Il n'y avait pas de ponctuation, pas de colère, pas d'exclamation, juste 5 mots plats. J'ai attendu un moment, non par dépit, mais parce que quand on a été silencieuse toute sa vie, on apprend la valeur de l'immobilité. Puis j'ai tapé ma réponse. Non. J'ai juste fermé ce qui n'a jamais eu ma bénédiction. Je n'ai pas appuyé sur envoyer immédiatement. Je l'ai lu une fois, puis une autre. C'était honnête. Ce n'était pas de la vengeance. Je n'avais pas fait irruption dans leur vie en hurlant. Je n'avais pas exigé d'excuses ni fait de scène lors d'un dîner de répétition. Je m'étais simplement retirée, comme une marée se retirant d'un rivage qui ne l'accueillait plus. J'ai appuyé sur envoyer. Je ne sais pas ce que Lucas a fait quand il l'a lu, mais j'imagine que ça l'a frappé plus fort qu'il ne s'y attendait. Il n'était pas cruel, pas comme Isabelle pouvait l'être, mais il était complice. Il était resté là pendant que les décisions étaient reprises, hochant la tête comme si ce n'était pas son mariage aussi. Comme si m'exclure n'était qu'une question d'ambiance, comme Isabelle l'avait si éloquemment dit. Et maintenant, l'ambiance avait changé. Pas de lieu, pas de suite de luxe, pas de traiteur gastronomique, pas d'arche florale soigneusement arrangée sous des lustres anciens. Tout avait disparu, tranquillement, légalement, irrévocablement, et non par colère, mais par principe, parce que je n'avais jamais accepté d'être invisible. J'avais payé pour chaque fil de ce mariage, chaque tige d'orchidée importée, chaque bouteille de champagne frais, chaque chambre 5 étoiles, chaque plat signature du menu. Et ils m'ont dit que je n'étais pas la bienvenue, pas en face. Non, ils l'ont texté comme si j'étais une invitée supplémentaire qu'ils pouvaient désinviter. J'ai de nouveau pensé à Jacques, à la façon dont il disait « Le silence, Marguerite, est le langage du pouvoir. Quand tu parles, pense ce que tu dis. Mais quand tu agis, agis discrètement. C'est comme ça que le sol bouge. » J'ai souri. Il pensait que j'allais simplement disparaître. Au lieu de cela, j'ai fait disparaître tout ce qu'il tenait pour acquis. Le téléphone n'a plus sonné. Je suis restée un moment de plus dans le jardin. Le vent bruissait dans les hortensias. Quelque part dans un penthouse bien au-dessus de mon petit jardin, ma fille arpentait probablement pieds nus un sol en marbre, se demandant comment une femme qu'elle avait écartée d'un simple message
pouvait faire disparaître un mariage entier. Mais je n'avais pas besoin de le voir. Je le savais déjà. Le changement avait commencé et je n'étais pas en colère. J'étais enfin en paix. L'appel est arrivé ce soir-là, juste après le coucher du soleil, quand le ciel était d'un lavande pâle et que le monde semblait trop silencieux. Je venais de finir de ranger la cuisine. Pas de musique, juste le léger cliquetis de la porcelaine et le sifflement de la bouilloire qui résonnait encore. L'écran s'est allumé. Isabelle. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Sa voix est venue, nette et rapide. Je pensais que tu ne te souciais pas des apparences. Je n'ai pas répondu. Elle a continué, plus fort maintenant. Pourquoi ruinerais-tu tout comme ça? Pourquoi maintenant, de tous les moments? J'ai pris une profonde inspiration, me suis dirigée lentement vers le fauteuil près de la fenêtre. Je me suis assise. Je n'ai rien ruiné, dis-je calmement. Tu m'as retiré avant le premier toast. Une pause, puis elle a ricané. Oh, allez, maman. Ne sois pas dramatique. J'ai légèrement incliné la tête. C'est ce que tu penses que c'est? Tu sais que je ne voulais pas te blesser, a-t-elle lancé. Ce n'était pas personnel. C'était juste une question d'ambiance. J'ai regardé par la fenêtre. Juste une question d'ambiance. Les mots flottaient dans l'air, comme un brouillard. Tu as déjà dit ça? Murmurai-je. Et c'était vrai. Tu sais comment est la famille de Lucas. Ils sont très sélectifs. Soucieux de leur statut, ai-je offert. Fragile en présence de veuves de plus de 65 ans. Elle est restée silencieuse. J'ai continué doucement, mais fermement. Ils ne me connaissent pas. Ils n'ont jamais cherché à le faire. Ce n'est pas juste. Et toi? Dis-je, coupant court, sans élever la voix. Tu ne pensais pas que j'avais ma place non plus? C'était clair. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas eu à le faire. Tu l'as texté. Elle a soupiré fort. Je ne voulais pas de drame au mariage. Et pourtant, nous y voilà. Elle a de nouveau fait une pause. Sa voix était plus calme cette fois. Je pensais que tu étais au-dessus de ça. Je pensais que tu croyais en l'amour plus qu'en l'argent, aux gens plus qu'aux apparences. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, mais je ne l'ai pas laissé paraître. C'est le cas. Alors, pourquoi tout annuler? Pourquoi nous embarrasser? Je n'ai embarrassé personne, dis-je. J'ai simplement repris ce que j'avais donné. Tu m'as humiliée, maman. Non, Isabelle. Tu l'as fait toi-même au moment où tu as décidé que je n'étais pas assez bien pour m'asseoir à ta table. Sa voix s'est brisée. Il ne s'agissait pas d'être assez bien. Alors, de quoi s'agissait-il? Un long silence. Elle n'a pas répondu. Alors, je l'ai fait. Il s'agissait de contrôle, dis-je doucement. De façonner une image, un récit qui n'incluait pas la femme qui t'a élevée. Ce n'est pas vrai, a-t-elle chuchoté. Tu te maries dans une famille qui juge les livres à leur couverture. Et quelque part en chemin, tu as décidé que j'étais la mauvaise couverture. Je n'ai jamais voulu. Ne dis pas que tu ne voulais pas, Isabelle. Tu le voulais. Tu l'as choisi. Et les choix ont un poids. Plus de silence. J'ai entendu une respiration tremblante à l'autre bout du fil. Puis elle a dit, presque suppliante. « Alors tu débranches vraiment tout. »« Je l'ai déjà fait ?» ai-je répondu. « Mais tout se passe dans 2 semaines. »« Alors tu as 2 semaines ?» ai-je répondu. « Pour découvrir ce que vaut une ambiance ?» Elle n'a pas parlé. Alors, j'ai prononcé la dernière phrase que j'avais portée en moi depuis son message du premier jour.
Si ce n'est qu'une question d'ambiance, Isabelle, alors laisse l'ambiance payer pour ça. Son souffle s'est coupé, comme si elle voulait dire quelque chose. Se déchaîner, s'excuser, se défendre, mais ne trouvait pas les mots. J'ai attendu, mais rien n'est venu. Alors j'ai mis fin à l'appel, non par colère, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Je suis restée assise là un moment de plus, le téléphone posé sur mes genoux, l'écran sombre maintenant. Dehors, les lumières du jardin se sont allumées automatiquement. De petites lueurs parsemant la pelouse que Jacques tondait autrefois chaque dimanche. Ma main a frôlé le bras du fauteuil, doux, familier, et je me suis souvenue des jours où j'étais assise là, avec une petite Isabelle dans mes bras. Ses joues rouges de soleil, sa petite main enroulée autour de mon petit doigt. Elle me regardait comme si j'étais le ciel tout entier. Maintenant, j'étais le nuage d'orage qui ruinait son temps parfait. Mais je n'étais pas en colère, je n'étais pas amère. J'en avais juste assez de mendier pour être incluse, de payer pour le rejet, de me réduire à l'idée que quelqu'un d'autre se faisait de ce qui était assez bien. Isabelle se débrouillerait, ou elle ne le ferait pas. Quoi qu'il en soit, j'avais dit ma vérité, et je l'avais dite de la manière la plus calme et la plus claire que je connaisse. Pas avec des cris, mais avec le silence et un acte décisif. Je me souviens de la première fois où j'ai rencontré Victoria Lambert, la mère de Lucas. C'était à la fête de fiançailles, un après-midi ensoleillé dans un vignoble loué près de Bordeaux. Le genre d'événement où même les serviettes avaient de la calligraphie et l'eau des tranches de citron enroulées comme des virgules. Isabelle portait une robe rose pâle. Elle rayonnait, radieuse et nerveuse, chuchotant avec les traiteurs et vérifiant les fleurs à 2 reprises. Elle voulait que la journée soit parfaite. J'avais mis une robe tailleur bleu marine, sobre, repassée, respectueuse. Les perles que Jacques m'avait offertes pour notre 30e anniversaire pendaient à mon cou. Un clin d'œil à la dignité. Je me dirigeais vers la table principale, avec un plateau de carton de table plié à la main. Isabelle m'avait demandé de l'aide quand je l'ai vue. Victoria Lambert, grande, mince, dégoulinant de beige doré, et un air de quelque chose de piquant derrière le sourire. Elle m'a repéré de l'autre côté de la cour et n'a pas souri. Au lieu de cela, elle a marché droit vers moi, ses talons claquant comme des signes de ponctuation sur les pavés. Ses yeux m'ont scruté de la tête aux pieds, s'arrêtant juste un instant de trop sur mes chaussures, puis de nouveau sur les perles. « Vous devez être la mère d'Isabelle, » dit-elle platement. J'ai hoché la tête. « Oui, je suis Marguerite. » Elle a tendu une main, molle et fraîche. Je l'ai serrée poliment, puis est venue la phrase. « Vous êtes plus traditionnelle que je ne l'imaginais ?» Juste comme ça. Pas de sourire, pas d'élaboration, juste une évaluation enveloppée de velours et de vinaigre. J'ai cligné des yeux une fois. « Ah oui ?» Elle a haussé les épaules. « Eh bien, Isabelle a toujours été pleine de surprises. » Je l'ai regardée un long moment, non pas parce que je ne comprenais pas, mais parce que je comprenais trop bien. Ce n'était pas ce qu'elle disait, c'était comment elle le disait. Ce ton, ce regard. Elle me voyait non pas comme une invitée, non pas comme la mère de la future mariée, mais comme un élément à gérer, une case à cocher. J'étais la femme qui avait élevé Isabelle. Oui, mais je n'étais pas leur genre de femme. C'était clair. Le reste de la conversation, si on peut appeler ça une conversation, fut un brouillard de phrases polies et de silences passifs. Je me suis excusée après quelques minutes, trouvant une chaise vide près des hortensias. Et j'ai observé. Je l'ai regardé flotter à travers la fête, saluant les bonnes personnes avec familiarité et tenant son verre de vin comme s'il faisait partie de sa lignée. J'ai regardé Lucas lui parler doucement, déférent, même en souriant à Isabelle de l'autre côté de la pelouse.
et j'ai regardé Isabelle, ma fille, la regarder. C'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose changer. Un petit murmure froid quelque part à l'intérieur. Sois prudente, ce n'est plus ton territoire. Pourtant, je me suis dit de ne pas être paranoïaque. Lucas semblait assez gentil, un peu distant avec moi, mais jamais impoli. Et Isabelle était heureuse. Nerveuse, oui, mais heureuse en amour. Alors j'ai tout mis de côté. Le regard, le commentaire, le sentiment d'être mesuré et jugé. Inutile. J'ai souri pendant les toasts, les discours, les petites lanternes en papier suspendues aux arbres. J'ai applaudi quand ils ont coupé le gâteau. J'ai fait la bise. J'ai remercié les organisateurs. Mais cette phrase, « Vous êtes plus traditionnel que je ne l'imaginais », m'a suivi chez moi ce soir-là comme un parfum accroché à mon manteau. Maintenant, assise ici des semaines après la débâcle, je vois tout clairement. Je n'étais pas la seule à être étudiée à cette fête. Isabelle était observée aussi. Je ne sais pas exactement quand le changement a commencé, mais j'ai vu les signes, les changements subtils dans sa façon de parler. Le langage du détachement, la préoccupation soudaine pour l'image. Au début, j'ai pensé que c'était juste le stress du mariage. Mais ce n'était pas ça. C'était de l'influence. C'était de l'absorption. J'aurais dû parler à ce moment-là, poser les questions, fixer les limites, mais je ne voulais pas être la mère qui se mêle de tout. Je ne voulais pas la perdre avant même qu'elle ne remonte l'allée. Et au fond de moi, je ne croyais pas, ne pouvais pas imaginer qu'elle laisserait un jour les valeurs de quelqu'un d'autre surpasser ce que nous avions construit ensemble. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour elle me regarderait, la femme qui l'a élevée, s'est battue pour elle, a construit sa vie autour d'elle, et déciderait que je n'avais pas la bonne ambiance, que j'étais trop traditionnelle. Exactement comme Victoria me voyait, comme une relique, un substitut, un accessoire charmant, mais obsolète à laisser hors de la liste des invités. Je le vois maintenant. Je n'avais pas seulement affaire à une mariée. J'étais face à toute une dynastie d'apparence soignée et d'élégance calculée. Et ma fille, mon Isabelle, les avait rejoints, volontairement ou non. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la tradition est plus profonde que l'étiquette. Elle détient la mémoire. Elle détient le pouvoir et elle détient les reçus. L'appel est arrivé en fin d'après-midi. Mon téléphone a vibré 2 fois avant que je ne le prenne. « Madame Leclerc, c'est Lucas Lambert. » Sa voix semblait tendue, différente du ton confiant auquel je m'étais habituée. Je me suis assise au comptoir de la cuisine, silencieuse un instant. « Bonjour, Lucas. J'ai besoin de vous parler de quelque chose. » J'ai attendu, laissant le silence faire son œuvre. Je viens de découvrir pour la chaîne d'hôtels, pour le domaine de l'Aube Claire, pour tout. Voilà. La connaissance que j'avais gardée secrète pendant des années, maintenant révélée. Je pouvais presque le voir dans mon esprit, debout quelque part dans leur appartement chic du centre-ville, passant une main dans ses cheveux courts, essayant de comprendre ce qu'il venait d'apprendre. « Qu'avez-vous découvert exactement, Lucas ?» J'ai gardé ma voix égale. « Que vous possédez la collection éternelle, que les lieux, l'entreprise de traiteur, tout ça, c'est à vous. Vous et Monsieur Leclerc l'avez construit à partir de rien. » J'ai pris une lente inspiration. Oui. Pourquoi personne ne me l'a dit? Pourquoi Isabelle ne me l'a pas dit? Ça, c'était intéressant. J'ai tracé le bord de ma tasse de thé avec un doigt. Je supposais qu'elle le savait, dis-je simplement. Elle le savait. Sa voix avait maintenant une pointe d'agacement. Elle l'a toujours su. Le directeur de l'hôtel m'a dit qu'elle y était allée des dizaines de fois avec vous et son père quand elle était plus jeune. Elle vous a appelé les fondateurs en passant. La révélation ne m'a pas autant choquée qu'elle aurait pu. Au fond, je soupçonnais qu'Isabelle avait créé un récit
qui convenait à sa nouvelle vie, un récit qui minimisait certaines parties de son passé. « Je vois », fut tout ce que j'ai dit. « Madame Leclerc ?» Lucas a fait une pause. « Marguerite, je dois m'excuser. Je n'avais aucune idée quand nous avons envoyé ce message. »« Nous ?» ai-je interrompu doucement. Un lourd silence a suivi. Isabelle l'a écrit, mais je l'ai vu. Je ne l'ai pas arrêté. Sa voix est devenue plus calme. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais j'aurais dû poser plus de questions. L'honnêteté était inattendue. J'ai regardé par la fenêtre le jardin que Jacques avait planté, les roses commençant tout juste à fleurir. « Pourquoi m'appelez-vous Lucas ?»« Parce que je ne sais plus qui est ma fiancée. » Les mots sont sortis d'un trait. Depuis que nous avons commencé à planifier ce mariage, elle est devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un d'obsédé par les apparences, par l'idée d'impressionner ma famille, par la création de cette image parfaite. Et vous ne le remarquez que maintenant ? Il est resté silencieux un moment. Je pensais que c'était le stress du mariage. Je pensais qu'elle essayait juste de rendre tout le monde heureux. Y compris votre mère. Une autre pause. Surtout ma mère. J'ai brièvement fermé les yeux. Votre mère a été très claire sur ce qu'elle pensait de moi à la fête de fiançailles. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Sa voix s'est tendue. Ce n'était pas tant ce qu'elle a dit que la manière dont elle l'a dit. Elle m'a qualifiée de traditionnelle, comme si c'était une façon polie de dire démodée. Lucas a expiré. Ça lui ressemble. Je n'ai rien dit à ce moment-là parce que je ne voulais pas causer de problème. Mais peut-être que le silence n'était pas la bonne réponse. Non, dit-il doucement. Peut-être que ce n'était pas le cas. Nous sommes restés tous les deux avec cette pensée un moment. Isabelle et moi venons de nous disputer, a-t-il finalement dit. À votre sujet ? À propos du mariage ? À propos de tout. Elle est furieuse que vous ayez annulé tous les arrangements, mais moi, je comprends pourquoi vous l'avez fait. Cela m'a surprise. Vraiment ? Vous financiez une célébration à laquelle vous n'étiez même pas invité. C'est plus que mal. C'est cruel. Le mot flottait entre nous. Cruel. C'était la première fois que quelqu'un qualifiait ce qu'Isabelle avait fait pour ce que c'était. Que ferez-vous maintenant, Lucas ? Je ne sais pas. Sa voix s'est légèrement brisée. J'ai besoin de réfléchir. J'avais juste besoin de vous dire que je suis désolée et de vous remercier. Me remercier ? Pour avoir annulé les arrangements de votre mariage. Pour m'avoir montré quelque chose d'important avant que je ne prenne un engagement que je pourrais regretter. Je ne savais pas quoi répondre à cela, alors j'ai simplement dit « Je vous en prie ». Après que nous ayons raccroché, je suis restée assise longtemps sans bouger. La conversation avait révélé plus que ce à quoi je m'attendais. Isabelle avait toujours su mon rôle dans l'entreprise. Elle l'avait délibérément caché à Lucas, et Lucas, semblait-il, commençait à voir des fissures dans l'image parfaite qu'on lui avait vendue. Une partie de moi ressentait une pointe de satisfaction, mais une autre partie, la partie mère, souffrait pour ma fille, si perdue dans la quête d'approbation qu'elle avait oublié qui elle était, qui nous étions. La sonnette a retenti alors que le crépuscule s'installait. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé Olivia Dubois debout, là, les épaules légèrement voûtées, d'une manière qui ne correspondait pas à sa confiance habituelle. Elle tenait quelque chose dans ses mains, une grande enveloppe blanche, et elle ne portait pas de maquillage. Ses cheveux étaient attachés en arrière de manière lâche, et pour une fois, elle ne ressemblait pas à l'organisatrice. Elle ressemblait à une personne. « Bonjour », dit-elle doucement. « Vous avez une minute ?» Je me suis écartée et lui ai fait signe d'entrer. Pas de questions,
Juste un simple hochement de tête. Elle est entrée, a regardé autour d'elle et a choisi la même chaise qu'Isabelle utilisait toujours quand elle était petite. Elle tenait l'enveloppe contre sa poitrine comme un bouclier. « Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps, » commença-t-elle, puis fit une pause. Sa voix tremblait légèrement, non de colère, mais d'autre chose. Elle m'a tendu l'enveloppe. « Ce sont les plans finaux, » dit-elle. « Palette de couleurs, plans de table, musique, détails floraux, c'est tout. Je voulais le rendre à la personne qui a réellement payé pour ça. » J'ai regardé l'enveloppe, mais je ne l'ai pas prise. Elle l'a posée doucement sur la table basse entre nous. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, » continua Olivia. « Enfin, si, j'étais là. J'ai vu comment ça s'est déroulé, mais je ne comprends toujours pas. » Elle m'a regardée avec des yeux vitreux. « J'ai organisé 123 mariages, Marguerite. Jamais une seule fois je n'ai vu quelqu'un être exclu d'un mariage qu'il finançait. » Je n'ai pas parlé. Je l'ai juste regardée. Je lui ai laissé son espace. Elle a cligné des yeux avec force. « Je suis désolée. Je ne devrais pas dire ça. Ce n'est pas professionnel. Mais après ce que j'ai vu, après ce qu'elle vous a envoyé par message, » elle s'est arrêtée. Je n'ai toujours rien dit. Elle a ri, un rire doux et amer. « Mon Dieu, si c'était moi, j'aurais renversé une table, appelé la presse, intenté des procès. Je ne sais pas, quelque chose. » J'ai souri faiblement. Puis, j'ai tendu la main derrière moi, dans un tiroir que j'avais préparé plus tôt sans savoir pourquoi, et j'ai sorti une petite enveloppe de ma propre fabrication. À l'intérieur se trouvaient 2 laissez-passer pour un spa. Je les lui ai tendus. Elle les a regardés, confuse. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une retraite de week-end, » dis-je. « Source minérale, massage, silence. Le genre de silence qui guérit, pas qui blesse. » Ses doigts ont tremblé en l'acceptant. « Vous me donnez ça ? Vous avez l'air de quelqu'un qui n'a pas expiré depuis des semaines. » Elle a baissé les yeux sur l'enveloppe, puis s'est lentement effondrée. Pas bruyamment, pas théâtralement, juste une fissure silencieuse. Elle a commencé à pleurer, les épaules secouées, mais les lèvres serrées, ne voulant pas faire de bruit. « Je ne comprends pas comment vous pouvez être si calme, » a-t-elle chuchoté. Et pour la première fois, j'ai parlé clairement. « Parce que le silence, dis-je, n'est pas une faiblesse. » Elle a levé les yeux vers moi. « Il faut plus de force pour rester douce quand on a été blessé. » Ai-je continué. « Que pour se déchaîner et laisser ses propres cicatrices. » Elle a hoché la tête lentement, se mordant l'intérieur de la joue. « Je pensais, » dit-elle, « quand Isabelle a envoyé ce message, que vous alliez tout brûler. Vous auriez pu, vous le pourriez encore. Vous possédez le lieu, l'hôtel, même le nom sur la boîte à gâteaux. » J'ai souri, mais il n'y avait aucune méchanceté là-dedans. « Olivia, » dis-je doucement, « je n'enseigne pas de leçons à ma fille avec des cris. Je lui enseigne en montrant ce qu'une femme peut être quand elle choisit encore la grâce, même après avoir été trahie. » Elle a dégluti difficilement, puis a dit quelque chose que je n'attendais pas. « J'aimerais avoir une mère comme ça. » Et voilà, la vérité d'une autre sorte de fille. Je n'ai pas tendu la main pour la serrer dans mes bras. Je n'ai pas offert plus de mots. Je suis juste restée assise là avec elle, laissant le silence faire son travail. Au bout d'un moment, elle s'est levée. « Je finaliserai les annulations demain, » dit-elle doucement. « Non pas parce que vous me l'avez demandé, mais parce que je ne peux plus soutenir ce qui se passe. » Elle s'est arrêtée à la porte. « Merci, Marguerite. Pas pour le laisser-passer du spa, mais pour m'avoir rappelé qu'il y a une autre façon d'être forte. Et sur ce,
Elle est partie. Je suis restée dans le couloir un moment après son départ, tenant l'enveloppe qu'elle m'avait rendue. Les plans du mariage étaient tous là, magnifiquement arrangés, parfaits et complètement vides d'âme. Mais peut-être, juste peut-être, que ce qui viendrait ensuite ne le serait pas. Je n'ai pas été la première à parler. Ce furent les gros titres. Je me suis réveillée le lendemain matin avec une douzaine d'appels manqués. 2 de mon fleuriste, 1 du directeur de l'hôtel et 1 d'une blogueuse de mariage que je n'avais jamais rencontrée. Au moment où j'ai allumé la télévision, le segment mariage local sur la chaîne 6 diffusait déjà l'histoire. Un mariage somptueux au domaine de l'Aube Claire, brusquement annulé quelques jours avant la cérémonie. L'écran montrait des images du lieu, maintenant silencieux. Pas de guirlandes lumineuses, pas de linge de table, pas de champagne au frais, juste un livreur confus, debout à l'extérieur avec 4 caisses de roses ivoire. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste siroté mon thé. Ils ont coupé pour un segment d'un direct d'une petite influenceuse de mariage. Elle portait du rose pastel et parlait vite, clairement ravie d'être au centre d'un scandale. Des sources disent que le lieu n'a pas annulé. C'est la propriétaire qui l'a fait, à la dernière minute. C'est fou. Puis est venue l'interview qui a tout fait éclater. Une jeune réceptionniste de l'hôtel, clairement pas formée aux relations publiques, se tenait dans le hall avec de grands yeux et des mains nerveuses. « Je ne sais pas grand-chose », dit-elle. Mais j'ai entendu un membre du personnel murmurer que ce n'était pas un conflit d'horaires. Il a été retiré par la propriétaire elle-même. Il n'avait pas dit mon nom, mais il n'en avait pas besoin. En quelques heures, les blogs de potins de l'industrie ont repris l'affaire. Les forums de mariage bourdonnaient. Un fil de discussion Reddit intitulé « Qui annule un mariage comme ça ?» a commencé à grimper. À midi, j'ai reçu un appel officiel du magazine de mariage qui avait prévu de présenter la cérémonie d'Isabelle. Il retirait en l'article. Je n'étais pas surprise. Ce qui m'a surprise, cependant, c'est ce qui s'est passé ensuite. Ce soir-là, alors que les commérages entraient dans leur 2e phase, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était court, juste 2 mots. « Tu regardes ?» Je n'ai pas répondu. J'ai simplement changé de chaîne. Ils étaient là. Isabelle et Lucas, surpris à l'extérieur d'un café, l'air tendu. La journaliste locale n'était pas intrusive, mais elle était perspicace. « Isabelle, avez-vous un commentaire sur l'annulation du lieu ? Nous avons reçu la confirmation de la direction du domaine de l'Aube Claire que la propriétaire est intervenue directement. » Elle s'est figée, visiblement secouée. Le visage de Lucas s'est crispé. « Nous ne commentons pas pour le moment, » dit-il en lui tirant le bras. Mais c'était trop tard. La caméra avait déjà capturé le regard qu'il lui a lancé. Pas de confusion, de la suspicion. Je connaissais ce regard. Je l'avais vu une fois auparavant, lorsque Jacques avait commencé à remettre en question l'un de ses partenaires commerciaux qui détournait des fonds. Lucas regardait Isabelle comme on regarde une pièce de puzzle qui ne s'emboîte pas tout à fait. 2 jours plus tard, j'ai eu de nouveau des nouvelles d'Olivia. « Elle est en pleine spirale », dit-elle doucement. Les sponsors se retirent. L'un des fournisseurs a même demandé une preuve de qui avait réellement signé les chèques. Je n'ai rien dit. Je n'avais fait aucune déclaration publique, aucune représaille, aucun drame, juste une redirection silencieuse du pouvoir. Mais le monde faisait le reste pour moi. Isabelle a essayé de limiter les dégâts. Elle a posté une photo filtrée d'elle et Lucas se tenant la main lors d'une dégustation de mariage. Légende, rien que de l'amour par ici. Mais ça n'a pas marché. Les commentaires étaient brutaux. N'avez-vous pas juste annulé au domaine de l'Aube Claire? Alors, avez-vous payé les frais d'annulation? Ou est-ce que c'est la propriétaire? Est-il vrai que la propriétaire du lieu est votre mère? Celui-là l'a stoppé net.
Et puis est venu le moment que je savais qui changerait complètement le vent. Un épisode de podcast boutique intitulé « Le mariage qui est devenu silencieux » a été diffusé. Dedans, un membre du personnel de l'hôtel, sous couvert d'anonymat, a révélé que la propriétaire avait été personnellement lésée et que le lieu avait toujours été offert comme une faveur, pas comme une transaction commerciale. Isabelle n'avait pas de réponse à cela, car c'était vrai. Pas seulement le fait que j'avais tout payé, mais la vérité plus profonde que le silence avait son propre poids. Lucas lui a finalement posé la question. Selon Olivia, il l'a regardée dans les yeux et a dit « Est-ce que tu me caches quelque chose ?» Isabelle n'a pas répondu, car comment aurait-elle pu? Elle ne pouvait pas expliquer comment elle avait effacé sa mère de la liste des invités tout en gardant son nom sur la facture. Elle ne pouvait pas justifier d'utiliser l'amour de quelqu'un comme une carte de crédit illimitée pour ensuite le jeter quand il ne correspondait plus à l'esthétique. Et c'est ainsi que les fissures ont commencé. Pas publiquement, pas bruyamment, juste en chuchotement, en suspicion, en distance, le dénouement d'un conte de fées qu'elle n'avait jamais eu le droit de revendiquer. Et tout ce que j'avais fait, c'était rien. Juste une signature et un choix. Le silence. Jessica est arrivée avec une enveloppe Kraft dans les mains et de la tristesse sur le visage. Elle n'a pas dit grand-chose, elle est juste entrée par la porte de la cuisine comme elle le faisait quand nous étions de plus jeunes femmes, naviguant entre les réunions de parents d'élèves et les ventes de gâteaux. Sauf que maintenant, nous étions deux femmes plus âgées qui en avaient vu assez de la vie pour savoir quand les mots étaient facultatifs. « Marguerite, dit-elle doucement, je ne voulais pas que vous l'appreniez de cette façon, mais je pensais que vous méritiez de savoir ce qui a réellement été envoyé. » J'ai fait une pause au-dessus du plateau de thé que je venais de préparer. Jessica a fait glisser l'enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvait une impression, un email d'Isabelle. L'objet était court, presque clinique. Note finale sur le lieu. Important. J'ai senti mon souffle se couper. Jessica n'a pas parlé. Elle a juste laissé le silence s'étirer pendant que je dépliais la feuille unique. Le texte était bref, pas plus d'un paragraphe. Chère Mademoiselle Dubois, afin de préserver l'élégance de notre événement et d'éviter tout stress émotionnel, je vous demande aimablement que ma mère, Marguerite Leclerc, ne soit pas incluse dans la liste des invités ni autorisée sur le lieu. Sa présence serait perturbatrice. Merci de votre compréhension. Isabelle. Ce mot, perturbatrice. Il était posé sur la page comme une blessure habillée de perles. Je n'ai pas réagi tout de suite. Ma main a simplement abaissé la page sur la table, mes doigts tremblant à peine, alors que je la posais à côté de la photo encadrée de Jacques et moi, le jour de notre mariage. Il avait l'air si fier sur cette photo. Jeune, posé, je me souviens de ce moment. Il venait de me chuchoter. « Tu n'as pas l'air réelle, Marguerite. Tu as l'air de quelque chose venu du ciel. » Maintenant, c'est moi qui ne me sentais pas réelle. J'ai regardé l'email, puis la photo, et de nouveau l'email. Deux versions de la féminité se heurtaient sur cette surface en bois, l'une parée de dentelle blanche, tenue par l'amour, l'autre étiquetée comme une perturbation à exclure de la joie de sa propre fille. Elle a envoyé ça directement à l'organisatrice, a chuchoté Jessica. Je l'ai trouvée dans la chaîne de messages transférés. Aucune hésitation dans son ton. Juste du froid. Froid ? Oui, c'était le mot. Isabelle ne m'avait pas crié dessus. Elle n'avait même pas discuté. Il n'y a pas eu de grande scène, pas de porte claquée, pas de confrontation en larmes, juste une phrase dans un email, une qui me bannissait avec une politesse bureaucratique. Je me suis dirigée vers l'étagère où les vieux boutons de manchette de Jacques étaient dans une boîte en velours. Je l'ai ouverte, même si je n'avais besoin de rien à l'intérieur.
J'avais juste besoin d'ouvrir quelque chose, de faire quelque chose, de ne pas rester immobile. Parce que rester immobile signifiait reconnaître ce qui était perdu. J'ai chuchoté « J'ai perdu mon mari ». Puis, ma voix s'est étranglée. Et maintenant, j'ai perdu ma fille aussi. La pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge ancienne que Jacques avait restaurée pour notre 25e anniversaire. Tic, tac, tic. Le temps ne s'arrête pas pour le deuil. Il continue, indifférent. Je me suis retournée vers Jessica, qui avait l'air de vouloir pleurer pour moi. Je ne la laisserai pas faire. « Ne fais pas ça », dis-je doucement. « Ne pleure pas pour moi pour l'instant. Laisse-moi juste être silencieuse un moment. » Elle a hoché la tête et s'est levée de sa chaise. Mais avant de partir, elle a de nouveau regardé l'email. « Elle n'a même pas mis de majuscule à mère », murmura-t-elle, presque pour elle-même. Je ne l'avais pas remarqué, mais maintenant je ne pouvais plus l'ignorer. La présence de ma mère serait perturbatrice. Même pas ma mère, juste en minuscule, comme si j'étais un rôle à gérer, pas une femme à aimer. Jessica est partie peu après. Je suis restée seule dans la cuisine, l'email à côté de la photo, le thé froid, le silence plein d'arêtes vives. Je n'ai pas déchiré le papier. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement placé l'impression à l'intérieur de l'album de mariage qu'Isabelle m'avait un jour supplié de garder en sécurité quand elle avait 16 ans et planifiait son mariage de rêve. Je l'ai placé là, comme un marque-page entre ce que nous étions et ce que nous étions devenus. Elle est arrivée le matin après que Jessica m'a apporté l'email. Une enveloppe ordinaire, sans adresse de retour, le genre de papier qui semblait fin mais soigné, comme s'il avait été plié à la fois avec des mains tremblantes et une grâce intentionnelle. L'écriture était tremblante, inclinée comme des vignes qui avaient non poussé à l'état sauvage, mais conservaient leur beauté. L'encre était tachée par endroits, comme si la plume s'était arrêtée trop longtemps en pleine réflexion. À l'intérieur se trouvait une note. « Chère Madame Leclerc, vous ne me connaissez pas, mais j'ai senti que je devais écrire. Il y a des années, votre mari a donné à mon fils Pierre son premier emploi. Il avait 19 ans à l'époque, peu sûr de lui, mal à l'aise dans sa peau. Il avait abandonné ses études, avait trop honte pour affronter son père et était sur le point d'abandonner quand Monsieur Leclerc est entré dans le restaurant où je travaillais. J'ai mentionné mon fils en passant. Juste un soupir de mère fatiguée. Votre mari a écouté. C'est ce dont je me souviens le plus. Il a écouté. La semaine suivante, Pierre était embauché à l'entrepôt local que possédait Monsieur Leclerc. Sans chichi, sans aumône, juste une chance. Quand votre mari est décédé, nous avons envoyé une carte de remerciement. Nous ne nous attendions pas à une réponse, mais une est arrivée quand même. Vous avez répondu? Vous nous avez dit que Jacques disait souvent « Si vous pouvez soulever quelqu'un d'une main tout en tenant votre propre vie stable de l'autre, vous devez le faire. » Je n'ai jamais oublié cela. Cordialement, Éléonore Martin. J'ai lu la lettre 2 fois, puis une 3e fois. Les mots n'étaient pas dramatiques. Il n'y avait pas de coup de poing, pas de rebondissement, pas de colère, pas de grande révélation, juste un souvenir. Je me suis assise lentement à la table de la cuisine. La lettre tremblait dans mes mains. Non pas de peur, non pas de colère, mais de quelque chose de plus doux, de plus lourd. Le chagrin, peut-être, ou sa cousine, la grâce. J'ai levé les yeux vers la photo de Jacques au-dessus de la cheminée. Celle de notre voyage dans les Cévennes, où il portait ce chapeau de paille ridicule et m'avait fait rire si fort que j'avais failli laisser tomber l'appareil photo. Ses yeux plissés par le soleil et la malice. J'ai chuchoté. Tu t'es souvenu du fils d'une étrangère et elle s'est souvenue de toi.
Et j'avais passé les dernières semaines à essayer d'oublier, à essayer de passer à autre chose, à essayer d'enterrer ce qui m'avait été fait, ou autour de moi, ou derrière moi. J'étais empêtrée dans des contrats de mariage, et des lettres de trahison, et un silence coupable. Essayant de décider à quel point je devais être bruyante ou silencieuse pour survivre au jour du mariage de ma fille. Et pourtant, cette lettre, ce bout de gentillesse non sollicitée, a tout traversé comme une lumière sous une porte verrouillée. Jacques avait soulevé quelqu'un d'une main et n'avait jamais rien laissé tomber d'autre. J'ai tracé les plis de la lettre où Éléonore l'avait soigneusement pliée avant de la poster. Ses mains, probablement ridées comme les miennes. Peut-être plus lente, peut-être fatiguée, mais elle avait écrit quand même. Elle s'était souvenue, elle avait remercié, et elle m'avait rappelé sans le savoir que la gentillesse n'a pas besoin de public. Elle ne crie pas, elle n'exige pas, elle ne complote pas, ne punit pas, ne parade pas. Elle vit simplement, tranquillement, dans la vie des autres, longtemps après que vous ayez oublié que vous l'aviez jamais donnée. Ce matin-là, je n'ai pas appelé Jessica. Je n'ai pas rédigé une nouvelle lettre à l'organisatrice. Je n'ai pas fait d'ajustement juridique, ni mis les choses en mouvement. Je suis juste restée assise là, et j'ai pleuré. Pas les sanglots aigus de la trahison fraîche, mais les larmes silencieuses d'une femme qui se souvenait de qui elle était et qui réalisait avec une clarté soudaine qu'elle n'avait pas perdu cette personne après tout. J'ai sorti mon plus beau papier à lettres et j'ai répondu à Éléonore. Ce n'était pas long. Ça n'avait pas besoin de lettres. Chère Éléonore, merci de vous souvenir de Jacques. Votre lettre est arrivée un matin où je ne savais pas que j'en avais besoin. Je tiendrai vos mots comme une main dans la mienne. Cordialement, Marguerite Leclerc. Je n'ai pas connu les détails au début. Jessica m'en a caché la plupart, essayant de me protéger, je suppose. Mais les chuchotements ont commencé à circuler rapidement, et ils sont parvenus jusqu'à moi, doux et surprenants, comme le vent sous une porte fermée. Le mariage avait été déplacé. C'était le premier titre sur le petit blog de mariage de la ville. Cérémonie de prestige au domaine de l'Aube claire brusquement reportée. Apparemment, Isabelle et Lucas s'étaient démenés pour réserver un nouveau lieu rapidement. Mais il ne s'agissait pas seulement de trouver un espace disponible. La nouvelle s'était répandue plus vite qu'aucun d'eux n'aurait pu le contenir. L'un des premiers prestataires qu'ils ont appelé, un domaine haut de gamme au bord du lac, a poliment décliné. Un autre propriétaire de lieu, un de mes amis de la paroisse, m'a dit sans détour « Ils ont essayé d'appeler, mais une fois que j'ai su de qui il s'agissait, je n'ai pas pris la réservation. Je ne travaille pas avec des gens qui traitent leur famille de cette façon. » L'organisatrice, Olivia, a démissionné le lendemain même. Jessica m'a montré l'email. Il était sec, mais clair. Je ne me sens plus professionnellement alignée avec cet événement. Veuillez considérer ceci comme mon retrait formel. Les prestataires ont commencé à se retirer un par un, les fleuristes, l'équipe d'éclairage, même l'orchestre. Apparemment, Lucas avait essayé de tous les rassurer, signant des chèques en frénésie, mais à ce moment-là, certains invités avaient déjà reçu des avis sur le changement de lieu de dernière minute. Beaucoup ont simplement choisi de ne pas venir. J'ai entendu dire que certains ont envoyé des regrets polis. D'autres n'ont tout simplement pas pris la peine de répondre. Et puis est venu l'appel téléphonique qui a confirmé que tout avait commencé à s'effilocher. C'était encore Jessica. Elle parlait doucement, comme quelqu'un qui se cache dans un couloir. « Marguerite, Victoria Lambert a confronté Isabelle devant tout le monde. » Mon souffle s'est coupé. Qu'a-t-elle dit ? Elle a dit « Je t'avais prévenu de ne pas apporter l'embarras dans notre famille. Tu n'as pas seulement saboté un mariage, tu as saboté les fondations de ton mariage. » Un silence lourd s'est installé entre nous. J'ai imaginé le visage d'Isabelle, toujours si composé, si intentionnel,
maintenant rouge d'humiliation et de grâce qui s'effiloche. Je n'ai pas ressenti de joie. Pas tout à fait. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas la justice dans un grand sens cinématographique, mais c'était quelque chose de plus calme, de plus lent, comme un verre qui se fissure lentement de l'intérieur. Isabelle avait orchestré mon exclusion si précisément, avait choisi l'optique plutôt que la connexion, le contrôle plutôt que la compassion, et maintenant l'image même qu'elle avait travaillé si dur à créer s'effondrait, pixel par pixel, RSVP par RSVP. Je suppose que c'était inévitable. On ne peut pas arracher les racines d'un arbre et s'attendre à ce que les branches continuent de fleurir. Lucas, d'après ce que Jessica a partagé, avait commencé à prendre ses distances. Ce n'était pas visible pour la plupart des gens. Pas encore. Mais elle a remarqué les petites choses. Son ton plus sec, ses silences plus longs. Isabelle avait essayé de tout réparer avec de l'argent et de la vitesse, mais cette fois, ni l'un ni l'autre n'ont fonctionné. On dit que les mariages révèlent seule la vérité. Pas à cause des vœux, ou des fleurs, ou de la robe, mais à cause de la pression. Elle fait sortir chaque chose cachée, chaque fracture, chaque choix enfoui. Je n'ai pas dansé de joie. Je n'ai pas ri. Au lieu de cela, je me suis dirigée vers la photo de Jacques. J'ai allumé une petite bougie et je me suis assise avec lui. Ils apprennent, ai-je chuchoté. Et ça fait mal de regarder. Il n'y avait aucune satisfaction à voir le monde de son enfant s'effondrer, peu importe à quel point il était devenu imparfait. Mais il y avait du soulagement. Le soulagement de savoir que je n'avais pas imaginé la cruauté. Le soulagement de voir que l'univers, d'une manière ou d'une autre, tendait encore un miroir aux choix faits en secret. Je n'avais pas dit un mot. Je n'avais pas écrit de lettre de dénonciation, ni fait irruption dans un lieu avec des accusations. Tout ce que j'avais fait, c'était retirer l'argent, retirer la main qui avait tranquillement construit leur avenir, et l'effondrement avait suivi. Parfois, le pouvoir ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous cessez de financer. Le téléphone a vibré 1 fois, 2 fois. J'étais dans la cuisine à plier des serviettes, à mettre la bouilloire à chauffer comme je l'avais fait chaque soir depuis le décès de Jacques. Des rituels tranquilles, de petites choses pour garder les pieds sur terre. Je n'ai pas reconnu le numéro au début, mais je n'en avais pas besoin. C'était elle. Je n'ai pas décroché. Au lieu de cela, je l'ai laissé sonner, je l'ai regardé s'éteindre, et un instant plus tard, l'icône de la messagerie vocale s'est allumée. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. J'ai d'abord préparé mon thé. De la camomille avec une touche de miel, comme Jacques l'aimait. L'odeur a rempli l'air, chaude et familière. Mes mains bougeaient sans réfléchir, stables, délibérées. Puis, je me suis assise à la vieille table en chêne, celle avec les initiales de Jacques gravées faiblement sur le coin inférieur. J'ai tapé sur l'icône de la messagerie vocale et j'ai appuyé sur lecture. La voix d'Isabelle est passée, tremblante, à peine plus qu'un murmure. « Salut, maman. Je sais que j'ai fait des choix horribles. J'ai tout gâché. Et maintenant, je ne sais pas comment réparer ça. S'il te plaît, appelle-moi, s'il te plaît. » Il y a eu une pause, puis sa voix s'est brisée comme de la glace fine. « J'ai besoin de toi. » Le message s'est terminé et je suis restée assise là. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas mise en colère. Je n'ai même pas ressenti de triomphe. Juste une profonde immobilité. Le genre qui vient après une tempête. Quand tout ce qu'on entend, c'est le vent qui réarrange les branches cassées. Le téléphone était posé devant moi, l'écran sombre maintenant, silencieux. J'ai plutôt attrapé autre chose. Un vieux carnet relié en cuir rangé sur la bibliothèque. Le journal de Jacques. Il l'avait commencé après sa 2e crise cardiaque, remplissant ses pages de pensées à moitié formées.
des lettres qu'il n'a jamais envoyées, des souvenirs trop lourds à porter à voix haute. J'ai feuilleté les pages usées, mes doigts traînant sur l'encre délavée jusqu'à ce que je tombe sur quelque chose de souligné. Le pardon, ce n'est pas oublier. C'est choisir la paix quand on pourrait choisir la guerre. Je l'ai lu encore et encore. Il l'avait écrit après la première vraie rébellion d'Isabelle, des années auparavant, quand elle avait abandonné l'université pour emménager avec un homme de 10 ans son aîné, qui la traitait comme un accessoire. Nous l'avions suppliée de reconsidérer. Elle ne l'a pas fait. Et quand tout s'est effondré, elle est rentrée à la maison, plus petite en quelque sorte, mais fière. Jacques lui avait préparé du thé cette nuit-là. Pas de sermon. Pas de « je te l'avais bien dit ». Juste cette même patience tranquille qui faisait de lui un homme meilleur que je ne lui en ai jamais donné le crédit. Et maintenant, me voici avec le même choix. Je pouvais prendre le téléphone, entendre sa voix à nouveau, être sa mère à nouveau, réconforter l'enfant qui réalisait maintenant que les mariages ne recousent pas la cruauté et que la honte ne peut pas être stylisée en silence. Mais quelque chose en moi avait changé. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de limite, de dignité. De choisir le genre de paix qui n'exigeait pas de prétendre que rien ne s'était passé, car c'était arrivé. Elle m'avait regardé dans les yeux, dit « Tu n'es pas invité », et s'était éloignée en tenant un classeur de mariage rempli de mon argent et de la version de la famille de quelqu'un d'autre. Et maintenant, elle avait besoin de la femme qu'elle avait essayé d'effacer. J'ai fermé le carnet de Jacques et je l'ai serré contre ma poitrine. « Je t'entends, mon amour », ai-je chuchoté. Mais je ne suis pas encore prête à être douce. Le téléphone a de nouveau vibré. Un deuxième message vocal. Je n'ai pas écouté. Je me suis levée, j'ai porté ma tasse de thé sur le porche et je me suis assise sous la lumière déclinante du ciel du soir. Le chant des oiseaux flottait au loin. Une brise bruissait dans les azalées. Il n'y avait pas de public ici, pas de drame, juste moi, une tasse de thé et un silence qui ne faisait pas mal. Laisse-la attendre. Laisse-la apprendre. Parfois, le silence n'est pas de la cruauté. C'est de la clarté. Et ce soir, la clarté était mon cadeau à moi-même. Je n'ai pas assisté au mariage, ni en personne, ni de loin. Pourtant, la nouvelle m'est parvenue comme la fumée d'un feu mourant. Les gens parlent dans les petites villes et les chuchotements se déplacent plus vite que la musique. La cérémonie a eu lieu, oui, mais ce n'était rien de comparable au spectacle qu'Isabelle avait imaginé. Rien de comparable aux images glacées du classeur qu'elle avait porté comme un livre saint. Elle a eu lieu dans un lieu dont personne n'avait entendu parler. Une salle ordinaire en périphérie de la ville, qui accueillait habituellement des banquets de retraite et des récitals de collège. Les murs étaient beige, la moquette usée, pas d'escalier en marbre, pas de lustre dégoulinant de lumière, juste des ampoules faibles et des chaises pliantes. Seul un tiers des invités s'est présenté. Beaucoup avaient déjà pris d'autres dispositions lorsque le premier lieu s'est effondré, et d'autres ne voulaient tout simplement pas être pris dans ce que les blogs appelaient déjà le scandale de mariage de la saison. Isabelle a remonté l'allée sans fleurs à la main. Pas de bouquet pour se cacher derrière. Le fleuriste s'était retiré quelques jours plus tôt, et personne ne l'a remplacé. Il n'y avait pas de musique non plus. Le quatuor à cordes qu'elle avait engagé a annulé après le retrait d'Olivia. Et le lieu n'avait pas de système de sonorisation, à l'exception d'un haut-parleur poussiéreux qui crépitait de parasites, de sorte que les pas d'Isabelle résonnaient dans le silence, chaque pas net, creux, final. On m'a dit qu'elle était magnifique. Oui, sa robe lui allait toujours comme un rêve, mais la beauté ne couvre pas le vide. La beauté ne remplit pas le silence quand personne n'applaudit, personne n'acclame, personne ne chuchote avec admiration. Lucas se tenait à l'autel,
attendant, mais il n'a pas souri, pas une seule fois. La mâchoire serrée, les yeux fuyant les siens. Il n'y avait pas de chaleur, pas de fierté, pas de sentiment de triomphe dans sa posture, juste de la résignation, comme un homme à qui on a confié un rôle auquel il ne croyait plus. Quand Isabelle l'a finalement rejoint, ils se sont tenus face à face sous une arche faite de lierre en plastique. Pas de roses, pas d'orchidées, du lierre en plastique qui pendait sur les bords. L'officiant a parlé rapidement. Des mots précipités comme si même lui voulait partir. Personne ne l'a enregistré. Aucun vidéaste n'avait été engagé. Aucun photographe ne restait sous contrat. Il n'y aurait pas d'album à exposer sur les tables basses. Pas de photos encadrées du plus beau jour. Juste la mémoire, et même pas une tendre. Les invités étaient assis raidement, murmurant entre eux. Certains sont restés par politesse, d'autres par curiosité, mais aucun ne rayonnait de joie. Aucun ne s'est penché en avant avec des larmes de bonheur. Et quand l'officiant a finalement dit « Vous pouvez embrasser la mariée ?» Lucas a hésité. Juste un instant de trop. Juste assez pour que tout le monde ressente le poids de l'absence. Il l'a embrassée. Oui, mais pas comme un homme amoureux. Comme un homme remplissant une obligation. Quand les applaudissements sont venus, ils étaient clairsemés. Quelques applaudissements dispersés ici et là, comme de la pluie tombant sur un trottoir sec, creux, forcé. Ils ont redescendu l'allée ensemble, mari et femme. Mais personne n'a jeté de pétales. Aucune musique ne les a suivis. Juste le bruit des pas sur une moquette bon marché et la lourde vérité que ce n'était pas un commencement. C'était un dénouement, habillé de blanc. J'ai imaginé le visage d'Isabelle, figé, magnifique, mais froid comme la pierre. Elle avait eu son mariage, techniquement, mais les mariages ne sont pas une question de technicité. C'est une question de cœur qui se rencontre au grand jour. Et le sien s'était fermé bien avant qu'elle n'atteigne l'autel. Quant à Lucas, les gens ont dit que son expression ne s'est jamais adoucie. Il ne la regardait pas avec dévotion. Il regardait au-delà d'elle, comme s'il se demandait comment il était arrivé là, pourquoi il avait accepté de se tenir dans cette salle vide. Aucun rire n'a retenti à la réception. Le gâteau était petit, simple, acheté à la dernière minute dans une pâtisserie locale. Les flûtes à champagne n'étaient pas assorties. Et certains invités ont chuchoté que cela ressemblait plus à une obligation qu'à une célébration. Personne n'a dansé, personne n'est resté tard. Et quand ce fut fini, la salle s'est vidée rapidement. Chaises empilées, miettes balayées, lumières éteintes, un mariage sans bonheur, un mariage sans témoin, un mariage sans moi. Je n'étais pas là pour le voir. Mais je l'ai senti, non pas dans mes yeux, mais dans mes os. L'effondrement de quelque chose qui avait été construit sur la vanité au lieu de l'amour. Le silence de quelque chose qui avait choisi l'exclusion plutôt que l'accueil. Isabelle avait voulu une scène parfaite. Au lieu de cela, elle a eu une pièce creuse. Et quand le rideau est tombé, personne n'a applaudi. Je savais que je ne serais pas là quand les vœux seraient prononcés. Quand le gâteau serait coupé, quand la dernière chaise grincerait contre le sol. Mais je savais aussi que j'avais une dernière chose à dire. Pas avec ma voix, pas avec ma présence, mais avec quelque chose de plus silencieux. Alors, j'ai écrit une lettre. Je me suis assise au vieux bureau de Jacques la veille au soir, le même bureau où il signait des contrats et tenait ses comptes, où il s'endormait parfois avec des taches d'encre sur les doigts. J'ai sorti une seule feuille de papier cartonné épais, le genre sur lequel il insistait toujours pour les mots sérieux, et j'ai écrit « Isabelle », ai-je commencé, l'encre tremblant sous ma main, bien que ma résolution soit restée ferme. Tu ne m'as pas désinvité du mariage. Tu t'es désinvité d'un amour qui n'avait aucune condition.
J'ai fait une pause, écoutant le faible bourdonnement de la nuit à l'extérieur. Ma poitrine me faisait mal, mais ma main continuait de bouger. Je te souhaite la paix, même si c'est sans moi. C'était tout. Court, simple, une vérité réduite à l'essentiel. J'ai plié la page, je l'ai glissée dans une enveloppe et je l'ai scellée avec le même cachet de cire que Jacques utilisait autrefois pour sa correspondance professionnelle. Puis, je l'ai remise à Olivia, qui s'était déjà retirée, mais qui se souciait encore assez pour me rencontrer sur le parking de son bureau. « Vous assurerez-vous qu'elle la reçoive ?» ai-je demandé. Olivia a tenu l'enveloppe comme si c'était du verre fragile. « Vous êtes sûre ?» J'ai hoché la tête. Elle a besoin de la lire. Qu'elle le comprenne maintenant ou plus tard, ce n'est pas à moi de le contrôler. Les yeux d'Olivia se sont adoucis. J'ai vu de nombreuses mères crier sur leurs filles pour des centres de table ou des listes d'invités. Mais vous ? Elle a secoué la tête. Vous êtes différente. Vous êtes silencieuse. Et d'une certaine manière, cela semble plus fort que tous les cris. Je n'ai pas répondu. J'ai juste touché sa main, murmuré merci, et je suis partie. Plus tard, après que la cérémonie se soit terminée dans son silence creux, après que la réception ait boité sans joie, Olivia a glissé l'enveloppe sur la table où Isabelle était assise. Je n'étais pas là pour le voir, mais Olivia me l'a raconté après. Les mains d'Isabelle ont tremblé quand elle a reconnu mon écriture. Au début, elle a hésité, comme si elle avait peur de l'ouvrir. Peut-être pensait-elle qu'elle contenait de la colère, des exigences ou de l'amertume. Mais ensuite, elle a brisé le sceau. Elle a lu la première ligne et ses lèvres se sont entr'ouvertes. Elle a lu la deuxième ligne et ses doigts ont tremblé plus fort. Au moment où ses yeux ont atteint les derniers mots, les larmes sont venues. Pas les larmes mises en scène d'une mariée posant pour des photos. Pas les larmes délicates, essuyées avec une serviette pour les faits, mais le genre brut. Le genre qu'on ne contrôle pas. Les épaules secouées, le souffle coupé, le mascara coulant sur un visage qui avait été sculpté à la perfection quelques heures auparavant. Olivia a dit que personne ne s'est approché d'elle. Lucas a regardé de l'autre côté de la pièce, incertain, mais il n'a pas bougé. Les invités ont chuchoté, ne sachant pas ce qui avait percé son sang-froid si soudainement. Mais Isabelle, elle est restée assise là, serrant cette seule page comme si elle pesait plus que toutes les fleurs qu'elle avait commandées, plus que la robe qu'elle portait, plus que la salle qu'elle avait essayé de remplir d'une grandeur empruntée. Et elle a pleuré, pour la première fois. Vraiment pleuré. Peut-être qu'elle a finalement compris. Peut-être qu'elle a finalement vu que mon silence n'était pas une absence, que mon retrait n'était pas de la négligence, que la ligne qu'elle avait tracée, si nette et délibérée, n'avait fait que sculpter sa propre solitude. Je n'avais pas besoin de savoir exactement ce qu'elle ressentait à ce moment-là. Il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait de sa prise de conscience et de mon choix de la paix quand j'aurais pu choisir la guerre. Cette nuit-là, pendant qu'elle tenait ma lettre, je suis restée à la maison avec le journal de Jacques ouvert devant moi. J'ai de nouveau passé mes doigts sur ces mots. Le pardon, ce n'est pas oublier. C'est choisir la paix quand on pourrait choisir la guerre. Je me suis versé une autre tasse de thé. J'ai respiré la vapeur et j'ai laissé le calme m'envahir. Je n'avais pas parlé depuis des mois. Je n'avais pas crié. Je ne m'étais pas battue. Tout ce que j'avais fait, c'était de prendre du recul, de retirer ce qui était à moi et de laisser derrière moi une page de vérité. Et c'était suffisant. Parce que parfois, le son le plus fort qu'une mère puisse faire est le silence enveloppé d'amour. Une année s'est écoulée en petits rituels. Le sifflement de la bouilloire au crépuscule,
le remplissage du stylo plume de Jacques et l'écriture de lignes uniques dans un registre privé. La paix n'est pas arrivée d'un coup, elle s'est accumulée par couches. La vapeur du thé en hiver, les lilas d'avril, un tiroir qui ne faisait plus mal de messages vocaux non ouverts. La collection éternelle fonctionnait avec une main plus ferme. Le personnel était promu de l'intérieur. Les fournisseurs étaient informés des clauses de dignité. J'ai formé les directeurs à écouter avant de parler. Je n'ai pas appelé Isabelle. Le jour de l'an, j'ai écrit une seule phrase dans le journal de Jacques. Choisir la paix est un acte quotidien. À la fin du printemps, le courrier est arrivé tôt. Le camion s'est éloigné en cliquetant. Une seule carte postale attendait dans la boîte. Pas d'adresse de retour, seulement une écriture soignée que je connaissais. Au recto, une aquarelle délavée d'un horizon pâle. Au verso, 6 mots au-dessus d'un petit carré de ruban adhésif tenant une photographie. Elle s'appelle Adèle. Je pensais que tu devais savoir. Je suis restée près de la boîte aux lettres et j'ai laissé la phrase atterrir. Adèle. Un nom doux comme du lin, fort comme une porte, laissée ouverte. La photographie mesurait 5 par 8. Une petite fille emmitouflée dans une couverture tricotée de la couleur des nuages. Un petit point contre sa joue, les yeux grands ouverts et clairs. Pas bleu, pas vert. Ce gris mer que Jacques a porté toute sa vie avec une lueur de malice dans la lumière. Mon souffle a changé. Pas un halètement, un élargissement comme une fenêtre déverrouillée dans une pièce que j'avais gardée fermée. J'ai rentré la carte postale et j'ai mis la bouilloire à chauffer. La maison contenait un nouveau silence, pas lourd maintenant. J'ai posé la photographie sur la table et j'ai senti sa petite gravité. Elle avait ses yeux. Elle avait la bouche de ma mère. Cela semblait impossible et exactement juste. Je voulais être heureuse. Je voulais être triste. Les deux sont arrivés et se sont tenus à côté de moi comme de vieux compagnons. Joie pour la vie qui commence, chagrin pour l'année perdue, à l'orgueil et à la performance. Un fil silencieux de colère qui s'est assis quand l'eau a bouilli. J'ai versé du thé et j'ai relu la phrase. Elle s'appelle Adèle. Je pensais que tu devais savoir. Pas d'excuses, pas de s'il te plaît, pas d'invitation, juste une petite porte laissée entr'ouverte. J'ai porté la photographie jusqu'au fauteuil de Jacques et je me suis assise. Je lui ai dit ce que la carte ne disait pas. Que je suis plus âgée maintenant et plus douce sur les bords. Que je peux pardonner sans oublier. Que je n'échangerai pas ma dignité contre un accès, pas même à un berceau rempli d'étoiles. Je lui ai dit que je le vois en cet enfant, que si le jour vient, je lui apprendrai à planter des tomates et à parler la tête haute et le cœur ferme. J'ai envisagé de répondre. J'ai même choisi une carte, crème, avec une fine bordure marine. J'ai imaginé une seule ligne. Merci de m'avoir dit son nom. Puis, j'ai mis la carte de côté. Le pardon n'est pas un sprint. C'est une posture, une façon de se tenir sans fermer la porte. J'ai glissé la photographie dans mon portefeuille. Derrière la fenêtre en plastique, où vit le sourire de Jacques. Les bords s'ajustaient parfaitement. Quelque chose en moi s'est apaisé. Je ne sais pas si c'est de la joie ou une cousine plus douce. Je sais seulement que cela a réchauffé la pièce. Cet après-midi-là, Jessica est passée avec des fraises. Nous nous sommes assises sur le porche et les avons mangées dans la barquette. Je lui ai montré la carte postale. Elle a étudié la photo et a hoché la tête. « Elle a son regard », a dit Jessica. « Le regard qui écoute. » J'ai ri, puis non. Nous avons laissé le vent finir nos phrases. Alors que le soir tombait, j'ai parcouru le jardin et vérifié les pivoines pour les fourmis. Quelque part, la radio d'un voisin jouait une chanson d'amour d'une décennie qui se souvient encore de moi.
J'ai pensé à Isabelle, peut-être fatiguée, peut-être en train d'apprendre, peut-être tenant son bébé et découvrant que le monde s'adoucit quand on arrête de la ranger. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de message. Je me suis tenue sous la lumière du porche et j'ai chuchoté une bénédiction dans le noir. Pour l'enfant, au nom commençant par un A. Pour la mère qui trouve son chemin. Pour l'homme qui m'a appris que l'amour tient bon quand l'orgueil lâche prise. Puis je suis rentrée et j'ai mis un autre couvert à table dans mon esprit. J'ai gardé la photographie dans mon portefeuille. Je l'ai emmenée au marché, à la banque, au banc tranquille de l'église le dimanche où je remercie l'invisible pour le visible. Parfois, l'attente n'est pas le vide. Parfois, c'est de l'espace. J'ai souri, un sourire chaleureux mais léger. La bouilloire s'est éteinte. La maison a expiré. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne sonnait pas comme une porte qui se ferme. Il sonnait comme des pas qui approchent. Sans hâte et vrai. Je les ai laissés venir. 2 mois après l'arrivée de la carte postale, un mardi après-midi, alors que la lumière tombait doucement à travers les fenêtres de la cuisine, mon téléphone a sonné avec un numéro que je n'attendais plus. Maman. Sa voix semblait différente, plus basse, moins polie, plus réelle. Bonjour, Isabelle, dis-je, ni froidement, ni chaleureusement, juste présente. Une pause remplie d'un gazouillis de bébé en arrière-plan. Je ne sais pas par où commencer. Tu n'as pas à commencer quelque part, dis-je. Tu dois juste être là. Je l'ai entendu expirer. C'est le problème. Je ne sais pas comment simplement être. J'ai passé si longtemps à essayer d'être quelqu'un d'autre. Quelqu'un que Victoria Lambert approuverait ? Demandai-je doucement. Elle n'est plus dans nos vies. La voix d'Isabelle s'est brièvement durcie. Lucas a finalement vu qui elle était vraiment, qui je devenais. J'ai hoché la tête, bien qu'elle ne puisse pas me voir. Et Lucas ? Nous essayons. Ce n'est pas facile. Le mariage a été un désastre. Tout ce qui a suivi a été pire. Je n'ai pas souligné que je le savais. Je n'avais pas besoin de remuer le couteau dans la plaie. Adèle a changé les choses, a-t-elle continué. Quand elle est née, quand je l'ai regardée, j'ai soudain compris ce que tu as dû ressentir en me regardant.